Ici Satou. Un jour, par un mélange d'erreurs humaines et de chance, je me suis retrouvé dans une suite luxueuse d'un hôtel chic. Je ne suis qu'un simple roturier de la classe moyenne, j'étais donc trop nerveux pour en profiter pleinement. On peut abuser des bonnes choses, je suppose. Pochi et Tama me tenant chacun par la main, je me suis dirigé vers l'escalier en colimaçon jusqu'à la sortie. J'étais le dernier des civils à sortir. Le guerrier fou de combat et quelques-uns de ses subordonnés étaient encore en bas, montant la garde à la porte. Pensant qu'il y aurait peut-être un contrôle des sacs à la surface, j'ai donc remplacé mon sac de garage par le sac normal, pendant que personne ne regardait. J'ai également pris environ les 2/3 des noyaux que Pochi transportait, plaçant le reste dans le stockage grâce au sac de garage. Le nombre réel de noyaux était bien supérieur à celui des autres, alors j'ai pensé que c'était mieux pour éviter tout problème. Une fois dehors, on devrait trouver quelque chose de bon à manger. Tu as envie de quelque chose en particulier? À manger? De la viande, s'il vous plaît, monsieur. On a vu de la viande énorme dans une calèche tout à l'heure, monsieur. Ces enfants adorent la viande, hein? J'avais supposé que c'était parce qu'ils étaient des hommes bêtes, mais je suppose que la plupart des enfants aiment ça. Mais la viande énorme, dont parlait Pochi était probablement de la viverne, non? Si possible, je préférerais éviter ça, alors j'ai fait de mon mieux pour la guider vers une autre sorte. Pochi, Tama, la viande est vraiment une chose merveilleuse. Mais que des esclaves l'exigent comme ça, c'est bien au-dessus de nos moyens. Nos moyens? Lisa est dure, monsieur. La viande est un luxe. Lisa était intervenue pour les réprimander, mais tant qu'on allait au stand de rue, je ne pensais pas que ce serait si cher. Même le steak de sanglier que j'avais mangé avant ne coûtait que quelques sous. Bon, on devrait fêter notre sortie du labyrinthe en vie. Et si on prenait un peu de viande? Youpi, merci, monsieur, si c'est votre volonté, maître. Je savourerai chaque bouchée. Toujours main dans la main, Pochi et Tama sautaient de joie. Quand je regardais Lisa, elle affichait une expression grave et serrait le poing comme pour faire un vœu solennel. Tu sais que tu n'as pas besoin de prendre ça au sérieux, pas vrai? La lumière du soleil était aveuglante quand nous sommes sortis du labyrinthe. Pochi et Tama m'ont entraîné en avant, bondissant dans la lumière du monde extérieur. À notre sortie, nous avons été accueillis par les visages anxieux et les clameurs bruyantes des gens qui étaient sortis avant nous. En regardant autour de nous, la raison devint évidente. La sortie menait à un terrain vague de la taille d'une cour d'école. Au lieu d'être parfaitement plat, le sol formait une spirale centrée sur l'entrée du donjon. Il s'agissait probablement d'un vestige de la création du labyrinthe, lorsqu'il avait englouti la place et les bâtiments environnants. Entourant la sortie, comme pour l'enfermer, se trouvait une clôture improvisée soutenue par des sacs de sable, avec des canons comme ceux que j'avais vus dans la tour de défense anti-dragon. Derrière ces canons, des archers se tenaient, de grandes arbalètes prêtes à tirer. Bien sûr, toutes les armes étaient pointées vers l'ouverture, autrement dit, l'endroit même où nous nous trouvions. Pochi, Tama et même Lisa semblaient nerveux, alors j'ai demandé à quelqu'un qui semblait mieux comprendre la situation. Eh bien, ils nous disent que nous devons rester ici jusqu'à ce qu'ils découvrent si l'un d'entre nous est un monstre déguisé en humain, ou infecté par une maladie démoniaque, ou quelque chose du genre. Je vois, donc, nous devons être mis en quarantaine. D'après les vérifications que j'avais effectuées plus tôt, il n'y avait aucun monstre dans le groupe et personne n'était atteint d'une maladie ou d'un poison quelconque. Bien sûr, je n'allais pas l'annoncer à qui que ce soit, mais même si je le faisais, personne ne me croirait. J'ai examiné les soldats autour de la barricade, mais aucun n'avait de capacité de jugement. Il nous faudrait donc attendre l'arrivée d'une personne ou d'une machine capable de déterminer ces choses. Heureusement, l'oracle et ses prêtresses étaient parmi nous, il n'y avait donc aucune raison de craindre que quelqu'un succombe à ses blessures. Ceux qui avaient des blessures légères étaient laissés à eux-mêmes pour le moment, mais ceux qui avaient des fractures ou de graves entailles avaient été soignés par magie et reposaient sur des capes étalées au sol. Ah oui, il me reste 3 potions et un baume non utilisé, alors je devrais les offrir aux blessés. J'achèterai d'autres souvenirs pour Martha et les autres plus tard. Ils ne voudraient probablement pas utiliser les médicaments d'un inconnu, alors j'ai demandé à Zena de les utiliser pour soigner les autres. Les enfants hommes bêtes devaient s'ennuyer à mourir d'attendre, car Tama s'était affalé sur mes genoux pendant que Pochi grimpait sur mes épaules. Je ne voulais pas qu'ils s'attirent les foudres des autres survivants en faisant trop de bruit, alors je les ai laissés s'adosser à moi et se reposer. Lisa tenait toujours sa lance et semblait monter la garde. Je la fis donc s'asseoir en face de moi pour faire une pause. Après 1 heure d'attente environ, des carrosses arrivèrent et l'opération de quarantaine commença. Apparemment, ils allaient appeler les gens un par un et les examiner à l'aide d'une pierre Yamato. Le capitaine et la prêtresse oracle furent appelés en premier, puis la soldate magique Zena. Apparemment, ils allaient d'abord examiner le personnel militaire, donc nous serions vers la fin. D'accord, je passe ensuite, mais je vous attendrai de l'autre côté. D'accord, oui, monsieur, compris.
Tous trois semblaient nerveux tandis que je me dirigeais vers les carrosses. Je laissais mon sac à la fonctionnaire et me dirigeais vers la pierre Yamato. Ça devait paraître bizarre pour moi d'être encore niveau 1 sans aucune compétence après m'être échappé d'un donjon, non? J'ouvris l'onglet « Réseau » de mon menu. Les filles étaient maintenant au niveau 13, alors j'ai pensé que le niveau 10 serait à peu près correct. J'ai choisi quelques compétences propres à un commerçant, marchandage et estimation. C'est bizarre si je n'ai aucune compétence de combat? J'ai ajouté lancement et évasion par précaution. Suivant les instructions de l'officiel, j'ai posé mes mains sur la pierre Yamato. Mon regard a été attiré par le décolleté de l'officiel en face de moi, mais j'ai résisté avec force. Au lieu de cela, j'ai lu les informations affichées par la pierre, m'assurant qu'elles avaient été mises à jour avec mes modifications. Mon Dieu, pour quelqu'un qui n'est ni soldat ni explorateur et qui est à ce niveau à un si jeune âge, tu as dû traverser bien des épreuves. Oh, ce n'est rien d'aussi remarquable. La chevalière au maquillage épais qui se tenait au-dessus de la pierre était impressionnée par mon niveau, mais je l'ai détournée comme une vraie japonaise. Je te l'ai dit, rends-moi ta lance. Mon maître a fait ça pour moi, c'est aussi précieux que ma vie. Je ne peux pas m'en séparer, même un instant. Je te l'ai dit, tes sentiments n'y sont pour rien. Entendant des voix se disputer derrière moi, je me retournai et vis Lisa se débattre pour se séparer de sa lance. Lisa, vas-y, donne-la leur. Je veillerai à ce qu'ils la rendent plus tard. Si telle est ta volonté, maître. À mes mots, Lisa remit à contre-cœur sa lance à l'officier civil. Je notais le nom et l'affiliation de la femme dans le bloc-notes de mon écran réseau. Ce serait formidable si nous pouvions la récupérer immédiatement, mais à en juger par ma carte, on aurait dit que tout le monde était embarqué dans des carrosses et conduit au château. Je doutais que nous soyons emprisonnés ou mis à mort pour nous faire taire, mais nous risquions d'être assignés à résidence jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. J'imagine qu'un donjon apparaissant au milieu de la ville et l'apparition d'un démon supérieur constituent un cas assez inhabituel. J'entendis un léger cri derrière moi. Apparemment, ils étaient surpris que Lisa, une esclave, soit de niveau 13 et possède même 4 compétences. Je ne pouvais pas déchiffrer son expression, donc difficile de deviner ce qu'elle pensait, mais sa queue frémissait légèrement. Je pense qu'elle était peut-être un peu fière d'elle. Pochi et Tama me tendirent docilement le sac de noyaux et se précipitèrent vers moi. On aurait dit qu'ils avaient été autorisés à passer ensemble, probablement parce qu'ils étaient enfants. Aucun des deux ne pouvait atteindre la pierre Yamato, alors Lisa dut les soulever. Pochi semblait apprécier d'être porté, laissant ses bras et ses jambes se balancer d'avant en arrière. Pochi posa ses mains sur la pierre Yamato, comme le lui avait demandé le fonctionnaire. Cela déclencha des cris encore plus forts que ceux de Lisa. Il devait être étonné qu'une enfant de 10 ans soit de niveau 13. Pochi avait 3 compétences, elle aussi. Tama était la dernière. Lisa dut la soutenir, comme Pochi. Tama devait attendre ce moment avec impatience, car elle faisait la morte avec impatience, laissant ses membres pendre dans le vide. Les officiels ne firent pas tant d'histoires à propos de Tama. Son statut était tout aussi impressionnant, mais voir quelque chose de surprenant pour la 3e fois de suite a tendance à atténuer le choc. Tama parut un peu déçu. Ça a dû être dur d'élever des esclaves demi-humains pour être aussi forts, non? Non, pas du tout. Elles sont très talentueuses. Certes, nous avions traversé des moments difficiles, mais les filles étaient talentueuses aussi. Je ne serais probablement pas morte sans elles, mais je serais certainement tombée dans des pièges et j'aurais souffert bien plus que je n'ai souffert. Un soldat nous guida tous les 4 dans un chariot. Il y avait quelques personnes à bord qui avaient déjà passé l'inspection, elles aussi. Il y avait un auvent au-dessus du chariot et des gardes armés postés aux 2 sorties. Nous ne connaissions personne à bord, alors nous avons voyagé dans un silence relatif. Certains de nos compagnons de voyage semblaient également détester les hommes bêtes, alors j'ai averti Pochi et Tama de bien se tenir. La peur fait ressortir l'agressivité. Finalement, après un long voyage dans une atmosphère oppressante, nous arrivâmes au château du comte. Un tissu recouvrait les 2 ouvertures, nous bloquant la vue, je n'ai donc même pas pu profiter du paysage. À notre descente de voiture, d'autres soldats nous encerclèrent et commencèrent à nous escorter quelque part. Où nous emmenez-vous? Ouais, on a traversé l'enfer pour sortir de ce labyrinthe. Un garçon à l'air délinquant et un homme d'âge mûr au visage effrayant s'enflammèrent en direction des soldats. Ils ont du cran pour faire ça avec autant de gardes armés autour de nous. On va vous mettre au cachot quelques jours. Ordre du comte lui-même. Ceux qui refusent de coopérer seront reconnus coupables de trahison. Maintenant, taisez-vous et obéissez aux ordres. C'est une question de sécurité publique. Ouah, je pensais qu'on allait juste être assigné à résidence. J'ai dû sous-estimer le pouvoir de l'aristocratie. Je suppose que je vais vivre l'expérience de la prison. Je venais de sauver la ville de Seriou des griffes d'un démon infernal, et voici en guise de remerciement, une invitation personnelle au donjon. Dommage, mais si je voulais garder mon identité secrète,
il fallait que j'y aille sans me plaindre. La menace d'être accusé de trahison a dû fonctionner, car à partir de ce moment-là, tout le monde a suivi les soldats en silence. J'ai appris plus tard que si l'on est reconnu coupable de trahison, les membres de sa famille sont également considérés comme coupables. Le donjon était sombre et un peu froid. Les cellules n'avaient même pas de lit, on aurait donc dû dormir à même le sol en pierre. On nous avait dit qu'on nous donnerait chacun une seule couverture en tissu, donc les nuits seraient probablement glaciales. Pour couronner le tout, les seules toilettes étaient un pot sans aucune protection. J'aimerais qu'ils se soucient un peu plus de l'intimité ici. Globalement, ça avait l'air assez pénible, mais finalement, on n'a pas eu à y passer une seule nuit. Et, lequel d'entre vous est Satou? C'est moi, viens avec moi, tu es dans une autre zone. Un fonctionnaire guindé, qui semblait terriblement déplacé dans le donjon, vint me chercher. Ouah, tu veux que je laisse les filles dans un endroit pareil? Voyons ce que ma compétence, négociation, en dit. Ces 3 enfants sont mes esclaves. Si je suis muté ailleurs, j'aimerais les emmener aussi, s'il te plaît. On m'a ordonné de venir te chercher toi seul. On ne m'a rien dit sur les esclaves. Est-ce le moment où je lui offre un petit quelque chose pour adoucir le marché? Une pièce d'or serait sans doute de trop, alors je glissai une pièce d'argent dans la main du fonctionnaire. On peut faire quelque chose à ce sujet? Plus grand que compétence acquise, corruption, plus grand que compétence acquise, persuasion, l'argent sembla efficace, l'attitude de l'homme changea brusquement. Mais on ne m'a pas dit de ne pas les amener non plus. Très bien, ils peuvent venir pour l'instant. Ne me blâmez pas s'ils sont refusés, cependant. Ça me va, je pourrais sans doute convaincre la personne qui m'a demandé, elle aussi. Mes nouvelles compétences semblaient pouvoir m'aider, alors j'ai attribué des points de compétence à chacune d'elles. Cependant, si j'en abusais, j'avais le sentiment de déclencher un événement et de me transformer en un commerçant véreux. La personne vers laquelle on nous a conduits était un homme âgé que je n'avais jamais vu auparavant. Enchanté de vous rencontrer, sœur Satou. Je suis Deschamps, l'humble majordome de la maison Belton. Oh, il ne s'appelle pas Sébastien? Ou Jeeves? Enchanté, sœur Deschamps. Sœur Satou, je vous implore de m'appeler simplement Deschamps. Appeler ainsi un si beau vieux monsieur par son nom serait un sacré défi. Je suis sincèrement désolé du retard pris dans nos préparatifs. Imaginez obliger le sauveur du vicomte à rester dans un cachot. Veuillez accepter nos plus sincères excuses. Pas du tout, je vous suis assez reconnaissant de ne pas avoir à y passer la nuit. C'est assez difficile à voir, de toute façon. Tout en s'excusant abondamment, monsieur Deschamps me conduisit à l'une des maisons d'hôtes. Ce château est immense. Il est au moins aussi grand que le campus de mon ancienne université. Veuillez utiliser cette chambre. Il devrait y avoir une femme de chambre attitrée ici aussi. Monsieur Deschamps sonna une cloche sur une table près de la porte, et une femme d'une vingtaine d'années apparut d'une pièce attenante. Bien qu'étant une femme de chambre, elle ne portait pas l'uniforme qu'on voit à Akiba ou dans l'Angleterre victorienne classique. Elle portait une robe ordinaire, digne d'une dame de compagnie. Alors, ils n'ont pas encore de tablier ni de coiffe en dentelle ici, hein? Je pense qu'un japonais devrait introduire ça avant le miso ou la sauce soja. Bon, peut-être pas, mais quand même. Quelle déception. Je vais me retirer, excusez-moi, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à la femme de chambre. Ce n'est qu'une petite chose, mais c'est un témoignage de reconnaissance de la part de notre maître. Monsieur Deschamps me tendit une petite bourse. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur, mais de petits objets ressemblant à des cailloux. Probablement des pierres précieuses, mais si c'était des bonbons, ce serait plutôt drôle. Refuser aurait été impoli, alors je l'acceptai en remerciant le vicomte. J'aurais préféré le remercier en personne, mais puisqu'il envoyait son majordome me remettre cela, il devait être trop occupé pour me rencontrer. Je pense qu'un vicomte est un échelon en dessous d'un comte, après tout. Pourtant, si ma mémoire est bonne, un noble de haut rang vivant sur le territoire d'un autre noble semblait assez inhabituel. Je suppose que même si les titres étaient similaires, je ne devais pas supposer sans réfléchir que le système était exactement le même qu'en Europe médiévale. Laissant le reste à la servante, monsieur Deschamps partit. Je vous en prie, permettez-moi de vous montrer votre chambre. Oui, je vous en prie. Je suivis la servante, écoutant ses explications. Pochi et Tama avaient reçu l'ordre strict de Lisa de rester silencieuses. Elle les portait dans ses bras comme des peluches. Leurs mains sur la bouche, leur pose était adorable. Le majordome et la servante avaient tous deux appelé cela une « chambre », mais le hall d'entrée à lui seul faisait au moins 12 mètres carrés. La maison d'hôte tout entière devait faire environ 650 mètres carrés. S'il s'agissait d'une suite d'hôtels, une seule nuitée coûterait probablement plusieurs mois de salaire. Le sol du salon était recouvert d'une moquette semblable à du feutre et comportait plusieurs canapés en cuir d'apparence confortable. Des coussins recouverts de tissu recouvraient également les meubles. On aurait dit le genre d'endroit où je pourrais vraiment me détendre. Cette pièce faisait environ 45 mètres carrés, avec ce qui ressemblait à une cheminée sans conduit contre le mur du fond.
Mon intérêt a dû se lire sur mon visage, car la servante m'a fourni une explication. C'est un outil magique qui utilise des pierres de feu. Il suffit de toucher cette plaque de cuivre et de laisser la magie s'y introduire, pour que les pierres du foyer produisent de la chaleur. Si vous souhaitez régler la température, sonnez et j'interviens immédiatement. N'hésitez pas à m'appeler à tout moment. Oh, quel fantasme! Le lustre au plafond ne semblait pas non plus avoir de bougie, ce devait donc être un autre outil magique. Une fenêtre de réalité augmentée l'a identifié comme un lustre de douche lumineuse. J'ai hâte que la nuit tombe. On nous a ensuite conduits dans un salon de 32 mètres carrés. Le mobilier était tout aussi luxueux que dans la pièce précédente, mais peut-être parce que ces objets avaient des angles plus prononcés, ils semblaient plus formels. Ensuite, il y avait une salle à manger avec une immense table pouvant probablement accueillir beaucoup de personnes. Elle était faite d'une pierre sombre, peut-être du granit, douce au toucher. Elle ne nous les a pas montrées, mais la femme de chambre a brièvement mentionné qu'il y avait aussi une lingerie, sa salle d'attente et une kitchenette attenante au salon. En haut de l'escalier, près de l'entrée, se trouvait la chambre principale, aussi grande que le salon. J'ai presque entendu une fanfare de trompette en posant les yeux sur le lit king size à baldaquin au centre. Il semblait d'une douceur incomparable. Pochi et Tama immédiatement j'ai voulu sauter dessus, mais heureusement, Lisa les tenait fermement toutes les deux, si bien que la servante est restée imperturbable. Bien joué, Lisa. Apparemment, la petite pièce attenante était réservée aux domestiques et aux gardes. Elle était vraiment simple, avec un lit à l'air dur et une simple chaise en bois. Quel contraste saisissant. Il y avait des toilettes à chaque étage, mais c'étaient des toilettes à fosse comme celles du Gatfrontin. Le papier toilette était remplacé par du papier de paille, donc je suppose que c'était une amélioration. Malheureusement, il ne semblait pas y avoir de baignoire. Il y a un problème? Non, je me disais juste que je n'ai vu de baignoire nulle part, ai-je dit avec le vague espoir d'être corrigé. Ah, tu veux prendre un bain? Dans ce cas, on peut demander aux domestiques d'apporter une baignoire. J'aurai tout arrangé d'ici ce soir. Apporter une baignoire? Ces domestiques doivent être défoncés. Je suis désolée de te demander quelque chose d'aussi compliqué. Pas du tout. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Je n'avais rien à manger, mais j'entendis un petit gargouillement derrière moi. Je ne savais pas si c'était Pochi ou Tama, mais il était probablement l'heure de manger. Bon, je vais préparer le déjeuner. Y a-t-il des aliments à éviter? Je serais ravie de m'adapter à vos goûts. Non, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas trop difficile. La servante s'inclina et quitta la pièce. Pochi et Tama s'étaient endormis dans les bras de Lisa. Alors, c'était l'estomac de Lisa qui avait gargouillé avant? Son visage était légèrement rouge, alors je fis semblant de n'avoir rien remarqué. En voyant la nourriture alignée sur la table, j'ai penché la tête, perplexe. Il y avait 7 assiettes de différentes tailles, toutes sous des couvercles en argent pour les empêcher de refroidir. Mais pourquoi n'y en avait-il que pour une seule personne? Était-ce encore une discrimination envers les demi-humains? Excusez-moi, mais n'y a-t-il rien à manger pour ces enfants? La nourriture de vos domestiques a été préparée dans une pièce séparée. Serait-il possible de leur apporter leur portion ici aussi? Manger ensemble est une coutume chez moi. Ce que je ne pouvais pas dire, bien sûr, c'est que je ne voulais pas manger toute seule. La restauration rapide était une chose, mais un festin comme celui-ci devrait être animé et réunir le plus de monde possible, je pense. Les filles bêtes reçurent des soupières de ragoût avec du pain de seigle. À ma demande, la servante nous apporta des assiettes supplémentaires pour que je puisse partager mon repas avec les 3 autres. La nourriture dans un château est aussi délicieuse que je l'imaginais. Miam, miam, la viande du ragoût est si généreuse et savoureuse, monsieur. Vraiment, elles font vraiment dans la bouche, n'est-ce pas? Il n'y a pas de viande comme ça dans mon assiette. Contrairement à mes plats, leur ragoût avait des morceaux noirâtres. En vérifiant l'écran de réalité augmentée, j'ai vu que la viande dans mon assiette était de l'agneau, tandis que la leur était de la viverne. C'est donc de ça que Pochi parlait quand nous avons quitté le labyrinthe. Ils ont l'air d'apprécier tous les 3, alors je ne ferai pas d'histoire. Après avoir remercié la servante pour ce délicieux repas, j'ai poliment demandé que nous recevions tous les 4 la même nourriture pour le dîner, même si cela impliquait de diminuer la qualité générale. Ce serait pénible de tout partager à chaque fois, après tout. Mon bain tant attendu prit la forme d'une baignoire en marbre assez grande pour une personne, portée par 4 domestiques. En plus de cela, plusieurs autres serviteurs, ou peut-être des esclaves, apportaient de l'eau chauffée ailleurs, chacun faisant plusieurs allers-retours pour la livrer. C'est un travail assez complexe. J'étais persuadée qu'il ferait appel à la magie du quotidien pour la remplir en un éclair. Après plus d'1 heure de préparation, le bain était enfin prêt. Je me sentais un peu désolée pour ceux qui s'étaient donné tant de mal pour l'installer, mais inutile de me retenir. Je leur donnerai un pourboire plus tard. Vous voulez prendre un bain, vous aussi? Oui, monsieur. Pochi et Tama observaient la baignoire avec intérêt, alors je les ai invités à se joindre à moi.
Ils n'ont que l'âge d'aller à l'école primaire, donc je ne pense pas que ce soit un problème si je les laisse prendre un bain avec moi. Apparemment, ils avaient des peignoirs courts pour le bain, mais ça n'avait pas de sens de se tremper habillés. Avant de prendre le bain, on doit se laver. J'ai appris aux enfants à utiliser le savon, ce à quoi ils ont répondu avec enthousiasme. Waouh, ça fait des bulles blanches. C'est glissant, monsieur, mais on dirait que ça enlève bien la saleté. Il y a un problème, maître? À un moment donné, Lisa avait naturellement rejoint Pochi et Tama. Ces zones sensibles étaient bien cachées par la mousse de savon, mais la sensation était quand même un peu étrange, vu qu'elle était au lycée. Sa poitrine était aussi plate que celle des enfants, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer la courbe de son dos. L'eau est chaude, monsieur. C'est bizarre, mais c'est bon, comme c'est étrange d'utiliser de l'eau pour se laver le corps. C'est terriblement luxueux, mais c'est merveilleux. Avant même d'entrer dans la baignoire, l'heure du bain était déjà un succès. Lisa semblait particulièrement heureuse. Sans doute à cause de toutes ces années d'esclavage, il leur avait fallu du temps pour se débarrasser de toute la saleté. Du coup, l'eau du bain avait refroidi. J'ai demandé à la servante si elle pouvait apporter plus d'eau chaude. Chauffer Kanetsu. Après qu'elle eut apporté de l'eau pour remplir la baignoire, elle a utilisé la magie quotidienne pour la réchauffer. Alors, chauffer un bain, c'est faire appel à la magie, mais... Bon, je suppose que c'était plus efficace que de changer toute l'eau. Attends, ce n'est pas ça qui compte. Ce que je veux vraiment savoir, c'est pourquoi elle a besoin de porter ça pour faire de la magie. Elle n'était pas complètement nue, mais avec sa petite robe, elle était au moins à moitié nue. Elle avait une silhouette magnifique, et si sa robe était mouillée, des choses se verraient à travers, ce qui n'aurait probablement pas dû. Il pourrait y avoir de la vapeur ici de plusieurs façons. La remerciant d'avoir chauffé la baignoire, je lui ai demandé, de la manière la plus détournée possible, comment elle s'était habillée. Ah oui, pour être prête à répondre à vos besoins à tout moment, je suis restée là, prête à vous servir. Ah, je vois. Avec une certaine réticence, j'ai poliment décliné ses services. Ouah, c'était pas loin. Sans les enfants hommes bêtes, j'aurais peut-être emprunté une voie qui aurait rendu ce jeu réservé aux adultes. La baignoire n'était pas assez grande pour que nous puissions tous l'utiliser en même temps, alors nous y sommes allés prendre un bain et nous réchauffer un par un. Lisa semblait avoir pris goût au bain, car elle demanda docilement si elle pouvait s'y tremper encore un peu. J'emmenai donc Pochi et Tama se sécher d'abord. Je les essuyai chacune avec une serviette douce. De nouveau vêtue de sa robe, la servante proposa de m'essuyer aussi, mais je refusai poliment. Je ne savais pas si j'étais à l'aise avec ce genre de service. Ce soir-là, notre dîner comprenait des mets extravagants, comme un énorme oiseau rôti. Il ressemblait à un poulet rôti, mais apparemment, c'était un oiseau appelé Shiga Wiretail. Découper le rôti entier me semblait assez difficile, alors au lieu de me donner des airs et d'insister pour le faire moi-même, je demandai de l'aide à la servante. Elle le découpa avec une habileté vraiment impressionnante. Les enfants hommes bêtes appréciaient particulièrement les morceaux sur os. Avec le temps, je ressentis une vague de gratitude envers le vicomte. Ce genre de traitement était à des années-lumière de ce que nous aurions subi dans le donjon. À bien y penser, je me demande si Nidoren et ses amis sont là-bas. Je n'ai pas vraiment réussi à les faire sortir, mais je pourrais peut-être faire en sorte qu'ils passent un meilleur moment, au moins. J'ai posé la question à la servante après le dîner. Elle m'a dit qu'il devrait pouvoir leur procurer de la nourriture et des couvertures de meilleure qualité, mais qu'elle n'avait pas l'autorité pour leur envoyer des choses comme des meubles. Cela nécessiterait un budget du vicomte. Est-ce juste une question d'argent? Parce que je peux en trouver à l'entrepôt. De combien pensez-vous qu'ils auraient besoin? Pour une seule personne, une pièce d'argent suffirait. Mais comme il semble y avoir au moins 10 personnes, il nous faudrait 2 pièces d'or. C'est tout? J'ai sorti l'argent de ma poche et l'ai donné à la servante, lui demandant de veiller à ce que les conditions de vie des gens dans le donjon soient améliorées. Youpi, il est tellement moelleux, monsieur. Pochi et Tama sautaient sur le lit. J'imagine que les enfants ne voient qu'un trampoline devant un lit aussi grand. Lisa s'assit également sur le bord, savourant son rebondissement avec sa réserve. Chacune de nous était censée dormir dans son lit, mais Pochi et Tama tournèrent leurs yeux de chiot vers moi, et avant même de m'en rendre compte, j'acceptais de les laisser dormir dans le mien avec moi. Et puis, ça me semblait cruel de laisser Lisa dormir seule dans l'autre pièce. Je m'enfonçais presque dans le matelas en m'allongeant. J'étais restée éveillée tout le temps que nous étions dans le labyrinthe, afin d'assurer la sécurité des enfants. Certes, j'ai l'habitude de faire des nuits blanches, mais mon endurance me permettait aussi de me sentir bien même sans sommeil. Pourtant, la fatigue s'accumulait petit à petit, et je finis par m'y laisser aller dans le lit moelleux, laissant mon esprit se détendre. Avec Pochi et Tama aussi chaudes que des bouillottes à mes côtés, je m'endormis dans un sommeil paisible tant attendu. La vie en résidence surveillée était étonnamment enrichissante. Je lisais souvent les livres d'introduction à la magie et à l'alchimie que j'avais trouvés dans le labyrinthe, le temps passait donc à une vitesse fulgurante.
J'essayais aussi de pratiquer quelques sorts pendant mon temps libre, mais je n'arrivais pas à exécuter ces incantations incroyablement difficiles, même une seule fois. Les enfants hommes bêtes étaient très agités, visiblement peu habitués à avoir du temps libre, alors je les ai défoulés en pratiquant leur technique d'épée et en mêlée dans la cour. Comme je commençais à manquer de livres, j'ai demandé à la servante d'aller m'en acheter. Ça aurait été suspect si je dépensais trop d'argent, alors je lui ai donné quelques pierres que j'avais reçues du vicomte. Je lui ai aussi demandé d'aller chercher des livres d'images pour Pochi et Tama, mais ils ne savaient pas lire, alors j'ai fini par leur lire à voix haute. J'avais un peu l'impression d'avoir mes propres enfants. Même assignés à résidence, ce n'était pas comme si je ne voyais personne. À 2 reprises, quelqu'un qui semblait être un fonctionnaire est venu me rendre visite. La première fois, elle était venue m'interroger sur ce qui s'était passé dans le labyrinthe et me rendre mes biens confisqués. Lors de cette visite, j'ai été surpris d'apprendre que tout ce qui est trouvé dans un donjon appartient à celui qui l'a trouvé. Donc, si vous tuiez quelqu'un dans un donjon et lui voliez ses biens vous appartiendraient légalement? Après avoir raccroché, j'ai interrogé le fonctionnaire. Ne vous inquiétez pas. Cela apparaîtrait dans les informations sur la prime du coupable, sur la pierre Yamato. À Labyrinthe, des personnes dotées de l'œil du jugement sont postées à toutes les sorties des donjons pour traquer les criminels. Il y a aussi des gardes avec ce don à chaque porte de Seiryu. Cela semble être un don pratique, qui était d'ailleurs une compétence héréditaire. Mais apparemment, celui-ci ne se retrouvait que dans les lignées des fervents disciples d'Urion. Il n'apparaissait que chez une personne sur quelques centaines de personnes de la foi d'Urion, donc chaque ville ne comptait que quelques individus le possédant. Je me demande quels dons sont accordés aux adeptes d'autres dieux. Il semblait bien que tous les noms de dieux finissent par Ion, sauf celui du dieu dragon Aconcagua. Y avait-il une raison pour que ce soit le seul nom qui ne suive pas la règle? Mes pensées s'étaient un peu égarées, mais la conversation de la fonctionnaire ne faisait que commencer. Apparemment, le gouvernement du comté procédait à l'achat forcé des noyaux confisqués avec mes biens, alors on m'a donné un petit sac d'argent en guise de restitution. C'était apparemment une loi courante pour tous les monstres chassés dans le comté, et l'intérieur d'un donjon ne faisait pas exception, m'a-t-elle informé. Eh bien, la somme d'argent qui m'a été donnée correspond au prix du marché des noyaux, donc je n'ai rien à redire. À en juger par le ton de la fonctionnaire, il semblait que les noyaux étaient une ressource généralement rare. Je devrais être prudent lorsque je me débarrasserai du reste de ceux qui sont actuellement en réserve. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de cette viande de monstre, alors je crains que nous ne puissions pas la restituer. Cette lance semble également avoir été fabriquée à partir de parties d'un monstre, nous ne pouvons donc pas la laisser entrer en ville. La tête de Lisa pivota brusquement à une vitesse alarmante. Ouah, est-elle vraiment folle? Lisa, arrête. Cette expression est terrifiante. Voyez, même le sourire du fonctionnaire se fissure. Il me semblait logique que la viande puisse poser problème pour le contrôle des maladies, mais Lisa semblait très attachée à son arme, alors j'ai essayé de négocier. Cette lance est en fait assez solide, alors pourrais-je vous demander de la faire examiner par une personne possédant la compétence « jugement » pour déterminer si elle présente un danger? Je prends en charge les frais d'évaluation, bien sûr, alors j'espère que vous pourrez la restituer si elle est jugée sans danger. C'est très bien, je m'occupe des arrangements. Si on le juge en sécurité, il vous sera rendu avec le reste de vos armes à votre sortie du château. Merci beaucoup. Ah oui, je devrais vous poser une question sur les filles bêtes. J'ai une autre question. Je lui ai demandé à propos des droits de propriété des filles. Je vois. Alors, vous avez trouvé ces esclaves dans le labyrinthe après la mort de leur propriétaire, vous les avez accueillis et vous les avez ramenés avec vous? Oui, c'est exact. Lisa acquiesça également. Pochi et Tama étaient pendus à ses jambes, somnolentes. On vous ennuie? Dans ce cas, elles vous appartiennent maintenant. Vraiment? Enfin, j'avais prévu de les acheter et de les libérer, de toute façon, mais quand même. À moins qu'ils n'aient tué leur maître eux-mêmes, les esclaves dont le maître meurt dans un donjon sont assimilés à des objets trouvés là-bas. Donc, légalement et coutumièrement parlant, vous êtes désormais leur maître. Elle écrivit quelque chose sur un papier d'apparence officielle et le lui tendit. Ceci est un certificat temporaire pour déclarer officiellement votre propriété. Il ne fonctionnera qu'en ville, vous devriez donc vous rendre à la mairie ou dans une entreprise d'esclavage pour faire établir le contrat officiel. J'ai demandé si nous pouvions nous en occuper au château, mais ce n'était pas de sa juridiction, donc ce ne serait pas possible. J'imagine que la bureaucratie était compliquée, même dans un monde parallèle. Lors de cette visite, je lui ai également communiqué les noms, les mèches de cheveux et les effets personnels des défunts du labyrinthe. Sa deuxième visite avait donc pour but de m'informer des résultats. Un panneau avait été affiché sur le mur près de la station temporaire, près de la sortie du donjon, listant les noms des défunts, ce qui avait permis de livrer les mèches de cheveux aux familles endeuillées. Les familles souhaitaient racheter certains des autres biens, alors elle m'a donné l'argent qu'elles avaient proposé.
Apparemment, ces objets étaient également taxés. J'ai dit à la fonctionnaire que je n'avais pas besoin d'argent, mais elle m'a dit, veuillez l'accepter. S'il n'y a pas de frais, des gens se présenteront en prétendant être des proches du défunt. Je vois, le monde est plutôt dur. Si accepter la récompense me peinait, elle m'a suggéré d'en faire don à un orphelinat ou à un temple. Oh, c'est une bonne idée. Je vais demander à Zena où je devrais la donner. Le 5e jour de notre assignation à résidence, Zena est venue me rendre visite, accompagnée de sœur Ona. Sirotant le thé bleu vert, au nom absurde que la servante nous avait préparé, nous avons échangé des informations. Alors, Zena, ils vous ont libérés toutes les deux? Oui, comme il y a une pénurie de magiciens, nous avons été libérés presque immédiatement. Cependant, depuis, nous travaillons à la garnison temporaire près de la sortie du donjon. Ça a l'air dur. Apparemment, elles avaient été mises au travail juste après leur évasion du labyrinthe. Je ne l'ai jamais vu, mais ce conte semble assez brutal. Eh bien, mon rôle est juste de communiquer avec l'équipe qui enquête sur le labyrinthe, donc ce n'est pas trop grave. Les sorciers ont le plus gros du travail. Ils travaillent jusqu'à ce que leur magie s'épuise, essayant de construire une barrière magique pour empêcher le labyrinthe de s'étendre sous la ville. Il n'y a pas que les sorciers qui sont occupés. Nous, serviteurs de Dieu, travaillons également à la consécration du monument en pierre du sanctuaire qui a été construit. Je n'ai pas eu le temps de dormir ces 3 derniers jours. Ma sœur, si tu es à ce point débordée, tu aurais dû rester au temple pour te reposer plutôt que de venir me rendre visite avec Zena. Le campement près de l'entrée est entouré d'un mur temporaire, et ils ont étouffé les rumeurs en ville en payant les ménestrels pour limiter la divulgation d'informations, alors j'imagine que nous pourrons te libérer dans quelques jours. Tant mieux, on est vraiment bien ici, mais je commence à m'en lasser. Apparemment, certains ménestrels faisaient office d'équipe de relations publiques. Dans les jeux, ils apportaient généralement un soutien magique précieux, alors cette nouvelle approche était plutôt rafraîchissante. 3 jours après la visite de Zena, nous étions libérés. Sir Satou, alors que nous nous dirigions vers la porte principale du château, Nidoren et ses compagnons, également libérés, nous ont accueillis. Le gardien de prison nous a dit que vous nous aviez envoyé de la nourriture chaude et des coussins. Nous vous en sommes tous extrêmement reconnaissants. En apprenant qui j'étais de la bouche de Nidoren, les autres hommes autour de lui m'ont remercié en même temps. En chemin vers la porte, la conversation a tourné autour de la délicieuse nourriture du cachot. J'étais donc soulagée que leur traitement ait vraiment été amélioré. Merci beaucoup, c'était encore meilleur que celui du quartier ouest. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y avait pas d'alcool, bien sûr, mais j'étais déjà content qu'on me serve un ragoût de viande dans un cachot. Ouais, c'était tellement bon que j'aurais pu y rester quelques jours de plus. Personne ne nous croira quand on leur racontera ça dans le quartier ouest. Sans blague, sur ce, les hommes rirent de bon cœur. Ils semblaient avoir plutôt bien supporté la captivité. J'aimerais bien être aussi coriace qu'un jour. Nidoren a dit qu'il s'occuperait gratuitement des formalités administratives pour la propriété des filles en remerciement de mon aide, alors nous sommes allés le retrouver au marché aux esclaves. J'aurais voulu l'accompagner immédiatement, mais la calèche qu'il avait prise refusait l'accès aux hommes bêtes, nous avons donc dû y aller à pied. Apparemment, les demi-humains étaient un peu mieux traités dans le duché au sud ou à Labyrinth City au sud-ouest, alors peut-être devrions-nous déménager là-bas. Et, vous, avec vos oreilles de chien, Pouah, ils n'ont rien de mieux à faire? Je me suis retournée, irritée, et j'ai trouvé le jeune homme blond que nous avions sauvé de l'araignée dans le labyrinthe. À bien y penser, il semblait vouloir dire quelque chose pendant que nous parlions avec Nidoren. Puis-je vous aider? Non, pas vous. J'ai quelque chose à dire au gamin. Il voulait encore l'insulter, même après qu'elle lui ait sauvé la vie. Quel ingrat. J'ai commencé à le fusiller du regard sans réfléchir, mais il ne me regardait pas. Au lieu de ça, j'ai croisé par inadvertance le regard d'un voyou costaud derrière lui, qui a paniqué et s'est enfui dans une ruelle. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu as la compétence, intimidation, toi aussi, tu sais. Je ne comprends pas. Pendant que l'autre me distrayait, le jeune homme a dit à Pochi ce qu'il voulait dire. Merci de m'avoir sauvé. Je suis désolé de t'avoir donné un coup de pied. Il l'a dit à voix basse en s'éloignant, mais nous l'avons tous les 4 clairement entendu. Je doute qu'il ait complètement changé son attitude anti-homme bête, mais si nous avions amélioré son attitude, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce serait quand même bien. Pochi a levé les yeux vers moi d'un air triomphant, et je lui ai ébouriffé les cheveux avec enthousiasme. Sa queue semblait sur le point de se briser si elle remuait encore plus fort. Tama a couru vers moi et s'est accrochée à moi aussi, bien sûr, alors je lui ai caressé la tête. Lisa se tenait près d'elle, les regardant de haut et hochant la tête avec un sourire affectueux. Tu es qui, leur mère? Plus tard, chez Nidoren, j'ai signé le contrat pour devenir officiellement le maître des filles. Je voulais les libérer immédiatement, mais le marchand d'esclaves m'a supplié d'aller voir quelques esclaves qui n'avaient pas été vendus aux enchères, alors je les suivis consciencieusement.
Je sais que techniquement, je viens de prendre les filles, mais je compte les libérer immédiatement, donc je ne cherche pas à en acheter d'autres. Je préférais engager un guide touristique. Puisque les filles qu'il voulait me montrer étaient celles qui restaient de la vente aux enchères, il n'était pas surprenant qu'elles aient toutes des particularités. Je n'ai pas prêté attention à ces explications, jusqu'à ce qu'il ne reste que les deux dernières. En les voyant, j'ai vite révisé mon opinion sur les talents de vendeur de Nidoren. Je vois, alors il m'a montré toutes ces autres avec des particularités étranges pour que celle-ci soit plus belle en comparaison. La première était la petite fille à l'allure japonaise que j'avais vue dans une calèche sur Center Street. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était adorable avec un très beau visage. Ses longs cheveux noirs brillaient d'une telle pureté qu'elle pourrait facilement gagner sa vie dans les publicités pour shampoing. Si elle n'avait pas été si jeune, j'aurais probablement été tentée. Je m'appelle Lulu. Elle se présenta à voix basse. Apparemment timide, elle baissa immédiatement la tête après avoir parlé, cachant son beau visage dans ses cheveux. Nidoren a continué avec des informations supplémentaires, mais j'avais du mal à en croire mes oreilles. Elle est peut-être difficile à regarder, mais elle a le sens de l'étiquette. Vous dites qu'elle est laide? Si cette fille n'est pas belle, alors 99% des femmes non plus, vous savez. J'ai pensé que « difficile à regarder » était une expression détournée pour complimenter la beauté d'une fille, mais plus il continuait, plus il semblait que ce n'était pas le cas. Les critères de beauté seraient-ils simplement différents ici? Avec la permission de Nidoren, j'ai effleuré ses cheveux et sa joue. Non, je n'allais pas céder à ses charmes et changer ma catégorie pour « agresseur d'enfants ». Je voulais juste confirmer quelque chose. Je lui ai murmuré quelques mots à l'oreille, mais elle a semblé perplexe, comme si elle ne les avait jamais entendus. J'avais pensé qu'elle était peut-être japonaise, mais je suppose que je me trompais. La dernière esclave que Nidoren me présenta ensuite était la fille aux cheveux lilas que j'avais déjà vue avec Lulu, Arisa. Elle avait 11 ans, une jolie petite fille aux cheveux flottants et aux traits nord-européens. Même si elle n'était pas tout à fait du même niveau que Lulu, il était surprenant qu'elle n'ait pas été vendue, jusqu'à ce que je me souvienne de ses titres sinistres. Les yeux ronds et écarquillés d'Arisa me regardèrent d'un air suppliant. Bon, arrête de me fixer comme ça. Je suis vraiment désolée, Sir Satou. Elle est d'habitude si intelligente que même ses cheveux violets de mauvais augure semblent insignifiants, mais elle semble avoir été captivée par vos charmes. Sur ce commentaire étrange, Nidoren pressa la fille de parler. Non, ce n'est absolument pas le cas, mon ami. Je ne pus m'empêcher de sourire ironiquement. Pourtant, j'étais surpris que ce soit sa couleur de cheveux et non ses titres qui l'aient empêché d'être vendu. Les cheveux violets étaient certainement inhabituels, mais je n'avais jamais entendu dire que cela pouvait être un mauvais présage. Enchanté de vous rencontrer, Sir Satou. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont sa voix enfantine avait prononcé mon nom. Je m'appelle Arisa. Je suis devenue esclave après avoir perdu mon royaume, mais je peux vous donner toutes les informations que vous souhaitez sur ce monde. Je suis certaine que je vous serai d'une grande utilité. Sa voix vive ne convenait absolument pas à sa voix extrêmement jeune. Je l'imaginais sans doute, mais cela ressemblait étrangement à celle d'une étudiante passant un entretien d'embauche. Comme son titre l'indiquait, elle était une ancienne princesse, ce qui expliquait peut-être pourquoi elle souriait si élégamment tout en se vantant si vigoureusement. Cependant, j'avais l'impression qu'il y avait un sens caché gênant derrière cette dernière phrase. Vous ne pensez tout de même pas que je demanderais des faveurs sexuelles à un enfant, n'est-ce pas? Cheveux violets mis à part, l'expression « ce monde » et le nom d'Arisa m'intriguaient vraiment. Une fois de plus, j'ai obtenu la permission de Nidoren de me pencher vers elle et de tenter la même expérience que j'avais tentée avec Lulu. Ah, je déteste les araignées, enlève-la, Burke, c'est le pire. Son air de princesse imperturbable disparut aussitôt, et elle réagit comme n'importe quelle fille normale. Après tout, je lui avais murmuré, il y a une araignée dans tes cheveux, à l'oreille. En japonais, je ne sais pas avec quel kanji s'écrit Arisa, mais cette fille me ressemble vraiment. Lulu et Arisa. Dès l'instant où je les ai vus se faire bousculer dans cette calèche, j'ai cru que j'étais vouée à devenir leur maîtresse.